Nous sommes à un moment crucial de l'histoire contemporaine. Je n'exagère pas en disant que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et ce qui se prépare dans le reste du monde est une transition qui marquera la vie de millions de personnes au cours des prochaines décennies. Ce n'est pas une phrase dramatique, ni un recours rhétorique pour attirer l'attention. Il s'agit de la réalité telle qu'elle est, même si beaucoup ont du mal à la reconnaître. Et c'est précisément pour cela que nous devons en parler de manière claire et directe. Voyons où nous en sommes. Pour la première fois en plus d'un siècle, les États-Unis font face à un véritable concurrent. Il ne s'agit pas d'un ennemi militaire lointain, ni d'une nation émergente sans structure solide. Nous parlons d'un pays grand, puissant, avec un développement industriel et technologique impressionnant, la Chine. Et ce qui est le plus significatif, c'est qu'elle n'a pas seulement la capacité d'égaler les États-Unis, mais aussi de les surpasser à pratiquement tous les niveaux, des fabrications les plus simples aux avancées scientifiques les plus sophistiquées. Le problème est que la société américaine, dans son ensemble, n'a pas encore assimilé cette nouvelle réalité. Et lorsqu'une nation puissante refuse de voir ce qui est sous ses yeux, nous entrons dans un terrain dangereux. C'est ici qu'apparaît un concept psychologique qui décrit parfaitement la situation, le déni. Imaginez un petit enfant confronté à un chien qui aboie et qui lui fait peur. L'enfant, submergé par la peur, se couvre les yeux avec les mains. Ce faisant, il se convainc que s'il ne voit pas l'animal, alors l'animal a cessé d'exister. Nous savons tous que c'est une illusion. Le chien est toujours là, aboyant avec la même force. Et tôt ou tard, l'enfant grandit, se rend compte que se cacher n'élimine pas la menace et apprend à affronter la situation. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive aux États-Unis aujourd'hui. Chaque fois qu'un politicien déclare que l'économie américaine est la plus solide de la planète, chaque fois qu'un média insiste sur le fait que personne ne peut rivaliser avec nous, il ne décrit pas la réalité. Il agit comme cet enfant, se couvrant les yeux. Et pendant ce temps, le chien, la Chine, dans ce cas, est toujours là, grandissant, s'étendant et consolidant sa place dans le monde. Mais la Chine n'est pas seule dans cette transformation. Au cours des dernières années, elle a tissé des alliances avec d'autres pays qui, ensemble, reconfigurent l'échiquier mondial. Le bloc le plus visible est celui des BRICS. Au départ, il s'agissait de 5 nations, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Une alliance qui, à l'époque, semblait limitée, mais qui, peu à peu, a gagné en force. Avec le temps, d'autres pays se sont joints à eux. Il y a 1 an et demi, 6 autres se sont ajoutés. Et il y a à peine quelques semaines, 13 pays supplémentaires ont levé la main pour en faire partie. Aujourd'hui, les BRICS représentent plus de la moitié de la population mondiale. Je répète, plus de la moitié des habitants de cette planète sont sous l'égide de ce bloc. Et si nous le comparons en termes économiques, la production conjointe de biens et services des BRICS dépasse déjà celle des États-Unis et de leurs alliés les plus proches, ceux du célèbre G7. Pour rappel, le G7 inclut les États-Unis, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie. Des puissances, certes, mais qui, ensemble, n'atteignent pas la taille du nouveau bloc mené par la Chine. L'impact de ceci est énorme. Chaque pays du monde, chaque entreprise internationale, chaque organisation qui conçoit sa stratégie à long terme est obligée de repenser son chemin. Parce que le paysage qui a dominé les 70 dernières années, avec les États-Unis aux commandes en tant qu'arbitre économique et politique, n'existe plus. Le monde a changé. Et maintenant, toute nation qui a besoin de construire une infrastructure, de signer un traité ou de promouvoir un projet ne se limite plus à frapper aux portes de Washington, Londres ou Paris. Bien sûr, elle peut le faire, mais elle ira aussi poser la question à Pékin, New Delhi ou São Paulo. Et souvent, la réponse qu'elle reçoit des BRICS est plus attrayante que l'offre occidentale. C'est ce que signifie vivre la fin d'un empire. Ce que les États-Unis ont hérité du Royaume-Uni, la domination économique et politique mondiale, touche à sa fin. Ce n'est pas une prédiction apocalyptique, c'est simplement la constatation d'un cycle historique qui se répète. Et comme toujours dans ces transitions, les élites cherchent à se protéger.
les groupes les plus riches et puissants ne sont pas prêts à assumer les coûts du déclin. Au contraire, ils transfèrent ce poids vers le bas, vers la classe moyenne, les travailleurs, les plus pauvres. Prenons un exemple concret, l'inflation. Au cours des dernières années, les prix des produits de base ont explosé. Des familles entières ont été contraintes de payer des sommes absurdes pour des aliments aussi simples qu'une douzaine d'œufs. Cette inflation était bien plus qu'un chiffre dans une statistique. C'était une manière silencieuse de réduire le niveau de vie de millions de personnes. Et cela a eu des conséquences politiques immédiates. Cela a propulsé l'ascension de Trump et anéanti les aspirations de Harris. Un autre exemple encore plus scandaleux est le salaire minimum fédéral. Depuis 2009, le montant officiel est resté bloqué à 7,25 $ par heure. 15 ans se sont écoulés sans ajustement, alors que le coût de la vie n'a cessé d'augmenter. Les républicains ne l'ont pas changé, les démocrates non plus. Le résultat ? Des millions de travailleurs subissent une punition silencieuse, une punition cruelle, simplement pour être à la base du système de travail. Et cela ne s'arrête pas là. Si nous regardons les salaires réels en général, c'est-à-dire les revenus ajustés à l'inflation, nous constatons qu'ils stagnent depuis 30 à 40 ans, à peine 0,5% de croissance annuelle en moyenne. En revanche, en Chine, les salaires moyens ont été multipliés par 4 au cours de la même période. C'est une différence abyssale. Alors que les travailleurs chinois voient leur vie s'améliorer, les Américains ont l'impression que leurs efforts restent au même point, année après année. La conséquence directe est une augmentation brutale de l'inégalité. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient l'un des pays les moins inégalitaires de l'Occident. Aujourd'hui, la situation s'est inversée. Les États-Unis sont plus inégalitaires que n'importe quelle nation européenne. Comment cela est-il arrivé ? En partie parce que lorsque les entreprises se sont délocalisées en Chine à la recherche de main-d'œuvre bon marché et de nouveaux marchés, elles ont multiplié leurs profits. Et ces profits se sont concentrés dans les 10% les plus riches de la population, qui possèdent aujourd'hui 80% des actions et obligations du pays. Pendant ce temps, le reste fait face à des salaires stagnants, à l'inflation, à la précarité et à un avenir incertain. Cette combinaison d'inégalités croissantes et de frustration sociale a alimenté la polarisation politique. Et elle explique une grande partie des divisions qui déchirent aujourd'hui la société américaine. La guerre en Ukraine est un autre reflet de cette dynamique. Rappelons-le, lorsqu'elle a commencé, en février 2022, Biden et ses fonctionnaires ont assuré que la Russie serait à genoux. Ils ont promis que le rouble s'effondrerait, que Moscou perdrait ses revenus énergétiques et que toute l'Europe se rangerait contre le Kremlin. Aucune de ces prédictions ne s'est réalisée. La Russie a trouvé en Chine et en Inde un marché alternatif pour son pétrole et son gaz, et son économie croît plus vite que celle des États-Unis depuis le début du conflit. Ce fut une erreur de calcul monumentale, née du déni d'une réalité inconfortable. C'est ce qui se passe lorsqu'un empire entre dans sa phase descendante. L'histoire le confirme à maintes reprises. L'ascension, l'expansion, la consolidation du pouvoir sont des étapes généralement vécues avec enthousiasme. Mais le déclin est différent. Le déclin apporte douleur, division, ressentiment et, surtout, résistance à accepter ce qui se passe. Au Royaume-Uni, il y a encore aujourd'hui ceux qui s'accrochent à l'illusion de l'ancien empire. Il suffit de regarder des cérémonies comme le couronnement de Charles III, un rituel rempli de symboles, mais qui, en pratique, ne signifie rien sur l'échiquier mondial. Quelque chose de similaire se produit aux États-Unis. Les élites politiques et économiques maintiennent le discours que tout reste pareil, tandis que la majorité de la population fait face aux coûts du changement. Et les coûts ne sont pas minces. L'inflation, les salaires gelés, l'inégalité croissante,
la précarisation de la vie quotidienne, tout cela repose sur les épaules des classes moyennes et basses. C'est un phénomène classique. Lorsqu'un empire tombe, ceux d'en haut se protègent et ceux d'en bas paient la facture. Aujourd'hui, les États-Unis sont pris dans cette logique. Leur rôle d'arbitre mondial s'efface, leurs alliances perdent du poids et en même temps, leur population fait face à des difficultés économiques de plus en plus profondes. Pendant ce temps, les BRICS avancent, élargissent leur influence, offrent des alternatives et reconfigurent l'équilibre du pouvoir mondial. Le résultat est clair. Le centre de gravité n'est plus en Occident. L'avenir se joue ailleurs. Et même si beaucoup tentent de se couvrir les yeux pour ne pas le voir, c'est la réalité avec laquelle nous devrons vivre dans les décennies à venir. Saviez-vous que ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas un simple ajustement de politique économique, mais un signe clair de désespoir à grande échelle de la part des États-Unis? Oui, ce que beaucoup interprètent comme de la force ou de la détermination est en réalité un geste d'impuissance déguisé en pouvoir. Les États-Unis ne peuvent plus imposer leur volonté comme avant. Maintenant, ils tentent de faire pression, d'imposer des tarifs et en général, de forcer le reste du monde à céder une partie de sa richesse sous la menace. Ce n'est pas seulement une politique commerciale, c'est une annonce publique que le pays veut récupérer une place qui, en termes mondiaux, ne lui appartient plus automatiquement. Ce qui est le plus surprenant, c'est la manière dont les autres nations ont réagi. Même des pays avec une longue histoire de conflits et de tensions profondes, comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud, ont décidé de mettre de côté leurs vieilles rancunes pour coordonner leurs réponses face à cette politique américaine. Historiquement, ces pays se regardaient avec méfiance, accumulant des tensions issues de décennies, voire de siècles de conflits. Aujourd'hui, cependant, ces différences s'estompent face à ce qu'ils perçoivent comme une menace commune, la politique de Trump. Et il est important de le souligner. Il ne s'agit pas d'une alliance naturelle ni d'une affinité culturelle ou historique. Il s'agit d'une réaction stratégique face à la pression américaine. L'Europe, de son côté, a toujours été un continent marqué par la fragmentation et le manque d'unité. Elle n'a jamais réussi à se consolider comme un bloc économique solide. Elle a toujours été divisée par des intérêts nationaux qui empêchaient un front commun. Cependant, avec la politique de Trump, une possibilité, bien que lointaine, émerge, celle que l'Europe puisse s'unir en opposition aux États-Unis. Cela ne signifie pas que cela se produise automatiquement, ni que les tensions internes disparaissent. Cela indique simplement que la pression externe peut être un catalyseur pour une unité qui semblait auparavant impossible. C'est la réalité à laquelle nous faisons face. Un isolement américain à l'échelle mondiale, et c'est plus évident que beaucoup ne veulent l'admettre. Les décisions erratiques concernant les tarifs sont un reflet clair de cette incertitude. Un jour, les tarifs augmentent, le lendemain, ils baissent, puis ils sont renégociés et enfin ajustés à nouveau. Ce va-et-vient ne génère pas seulement de la confusion, mais impacte directement la planification des entreprises. Aucune entreprise ne peut se permettre d'investir des milliards dans un projet, de construire une usine, de réorganiser des chaînes d'approvisionnement pour découvrir ensuite que tout cet effort a été vain parce que les tarifs ont changé de manière inattendue. La conséquence est claire. Les investissements sont retardés, reportés ou même annulés, et cela a un effet domino sur toute l'économie. Pour mieux comprendre, prenons un exemple concret. Une entreprise prévoit de construire une usine qui coûtera 5 000 millions de dollars et ajuste toute sa chaîne d'approvisionnement et sa stratégie de production en fonction de certains tarifs. Soudain, le gouvernement annonce un changement, que ce soit en augmentant ou en supprimant le tarif. Tout l'investissement, les contrats, la logistique, les attentes de coûts et de bénéfices deviennent obsolètes. Cela n'affecte pas seulement l'entreprise, mais aussi ses fournisseurs,
les travailleurs et le pays où se trouve l'usine. Chaque décision prise par une grande entreprise est désormais conditionnée par l'incertitude politique, et cette incertitude génère des retards qui affectent tout le monde. Trump veut vendre l'idée qu'il réalise des accords brillants et fait gagner de l'argent aux États-Unis. Mais personne ne lui a expliqué que les États-Unis ne sont plus la superpuissance qu'ils étaient dans la seconde moitié du XXe siècle. Cet empire s'est terminé il y a des décennies. Ce que nous voyons maintenant est une tentative maladroite de récupérer de l'influence par des mesures improvisées et des tarifs qui, loin de consolider le pouvoir, révèlent la fragilité et l'isolement du pays. Il est important de rappeler que les tarifs ne sont pas nouveaux. Les pays les ont utilisés pendant des siècles, y compris les États-Unis, à de multiples reprises dans leur histoire. Il existe des études, des livres et des cours entiers dédiés à analyser leur impact. La conclusion de toute cette littérature est claire. L'effet d'un tarif dépend de nombreuses variables, y compris les taux d'intérêt, les taux de change, les politiques monétaires et les éventuelles représailles des autres pays. Personne ne peut prédire avec certitude comment le monde réagira. Prétendre qu'il y aura un seul résultat positif est une erreur monumentale. Et c'est quelque chose que l'administration actuelle semble ignorer complètement. Le secrétaire du Trésor, par exemple, a déclaré qu'il espérait qu'aucun pays ne répondrait aux tarifs, car cela générerait une escalade. Mais ce qui est curieux, c'est que l'escalade est déjà en cours. La politique de Trump est une escalade mondiale en soi. Et cela n'est pas seulement naïf, mais dangereux, car cela génère des tensions inutiles avec des alliés historiques et des pays qui, jusqu'à récemment, étaient dans le cadre de la coopération internationale. Ce que nous voyons n'est pas un acte de liberté ni de force, mais une attaque économique contre le monde entier. Les États-Unis utilisent les tarifs comme une sorte d'arme pour obliger les autres pays à négocier sous des conditions avantageuses pour Washington. Il ne s'agit pas de commerce équitable ni d'accords équilibrés. Il s'agit de pression unilatérale et de chantage économique. Cela est évident dans la manière dont les accords sont négociés avec des pays comme l'Ukraine, le Canada ou même des alliés de longue date comme l'Allemagne. Si les États-Unis étaient encore la superpuissance incontestée qu'ils étaient à l'époque de Clinton, Bush ou Obama, ils n'auraient pas besoin de recourir à ces tactiques. D'ailleurs, ces administrations précédentes ont opté pour le libre-échange précisément parce qu'il leur permettait d'obtenir des bénéfices sans recourir à la coercition. L'économie américaine croissait et les élites obtenaient des profits sans avoir à menacer directement les autres pays. Aujourd'hui, en revanche, la situation est différente. La pression et les tarifs sont un signe de faiblesse, pas de force. L'impact mondial est indéniable. Les populations des autres pays commencent à percevoir les États-Unis comme un ennemi et non comme un allié. Le Canada, par exemple, a déjà considérablement réduit son tourisme vers le pays voisin. L'Allemagne pourrait directement blâmer Washington si ses usines automobiles subissent des pertes en raison des tarifs. Et les consommateurs mondiaux, tôt ou tard, cesseront d'acheter des produits américains, qu'il s'agisse de voitures électriques Tesla ou de vêtements. La réaction n'est pas seulement économique, elle est aussi culturelle et politique. Trump, en tant que leader, agit plus comme un publicitaire que comme un homme d'État. Sa stratégie consiste à mettre en avant le positif, qu'il soit réel ou même imaginaire, tout en occultant le négatif. C'est typique du marketing et de la publicité. On se concentre sur les avantages apparents et on fait disparaître les risques. Mais la différence ici est que le publicitaire est maintenant à la tête d'un pays entier, et son client est un empire en déclin. Pendant ce temps, à l'intérieur des États-Unis, on blâme les employés fédéraux pour leur inefficacité. Mais les chiffres montrent autre chose. Depuis les années 60, la population
a augmenté de plus de 100 millions de personnes, tandis que le nombre de travailleurs fédéraux civils reste pratiquement inchangé, autour de 2,5 millions. Cela démontre que l'efficacité existe déjà. La narrative selon laquelle il y a un excès de bureaucratie est fausse. Si l'on voulait vraiment aborder l'efficacité gouvernementale, il faudrait regarder les gouvernements étatiques et locaux, qui concentrent la majorité des employés publics. En résumé, ce qui est présenté comme de la force est en réalité un signe de faiblesse. Ce qui est vendu comme de l'efficacité est pure propagande. Et ce qui est promu comme « rendre l'Amérique grande à nouveau » n'est rien d'autre que la preuve de la décadence d'un empire. Ce que nous voyons est une tentative désespérée de maintenir une place dans un monde qui a changé, et cela se fait par des tarifs, des pressions politiques et des menaces commerciales. La narrative que Trump et ses conseillers construisent est simple. Les États-Unis ont besoin de tarifs, d'accords bilatéraux et de tirer des bénéfices à tout prix. Mais cette narrative ignore les effets secondaires, des investissements retardés, des chaînes d'approvisionnement désorganisées, un mécontentement mondial et une perte de confiance dans les produits américains. Tout cela a un impact tangible sur l'économie interne et externe. De plus, la manière dont ces mesures sont communiquées contribue au problème. La vitesse et le changement constant des politiques génèrent de la confusion tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Les investisseurs hésitent, les entrepreneurs reportent leurs décisions et l'effet sur l'économie est immédiat. Moins de croissance, plus d'incertitudes et un risque accru de récession. Le panorama mondial est tout aussi préoccupant. Les autres pays prennent note de ces tactiques et ajustent leur stratégie. Ce n'est pas seulement une question économique, c'est aussi politique et stratégique. Le message transmis est clair. Les États-Unis ne peuvent plus compter sur leur influence historique pour conclure des accords. Ils doivent maintenant recourir à la pression et au chantage direct. Cela change la dynamique des relations internationales et pose des défis qui n'avaient pas été vus depuis des décennies. Enfin, il est important de comprendre que ces mesures ne surgissent pas dans le vide. Les États-Unis tentent de compenser un déclin relatif de leur pouvoir économique par des tactiques agressives. Mais ces tactiques ont un coût élevé. Elles créent de la méfiance, provoquent des représailles et sapent la stabilité de relations qui étaient autrefois solides. Le résultat est un monde plus hostile et moins coopératif, et des États-Unis qui ne peuvent plus agir comme l'acteur dominant qu'ils étaient par le passé. En définitive, ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une politique de renforcement, mais la manifestation d'un empire qui tente de se maintenir par la force plutôt que par son influence légitime. Les tarifs, la pression bilatérale, la narrative de force, tout cela est un signe que le pays fait face à une réalité beaucoup plus complexe et limitée que ce qui est présenté publiquement. C'est l'histoire qu'il faut raconter, et c'est celle qui explique pourquoi tant de décisions de l'administration actuelle génèrent de l'incertitude et de l'inquiétude à l'échelle mondiale. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à qui contrôle réellement notre économie? Vous pourriez penser que nous avons tous une voix et un vote, que la démocratie fonctionne et que chaque citoyen a le pouvoir de décider de son avenir économique, mais la vérité est beaucoup plus complexe. Car, bien qu'il semble que nous participions tous, la réalité est qu'un groupe très restreint a un contrôle presque absolu sur la manière dont l'argent circule dans notre pays. Nous parlons d'à peine 3% d'employeurs, un groupe minuscule comparé aux 97% restants, qui sont des travailleurs ou des citoyens dépendants de cet argent pour vivre. Ces quelques personnes ne décident pas seulement d'investir ou non, mais déterminent également les prix des biens et services que nous consommons au quotidien, et décident qui reçoit des salaires et qui n'en reçoit pas. Chaque fois que vous payez votre loyer, achetez des aliments ou recevez un salaire. D'une certaine manière, vous êtes soumis à des décisions prises par ces 3%. En d'autres termes,
Bien que nous vivions dans un pays où, en théorie, tout le monde a une voix, sur le plan économique, nous sommes contrôlés par très peu. C'est ainsi qu'est structuré le capitalisme moderne, et il faut le comprendre pour voir pourquoi il fonctionne ainsi. Il y a des décennies, les personnes au sommet ont clairement compris ce qu'elles devaient faire pour maintenir leur position. Elles savaient qu'elles ne pouvaient pas simplement dépendre de la démocratie telle qu'elle est conçue. Car bien que notre système politique semble très inclusif, nous avons le suffrage universel, chaque adulte a un vote. En réalité, il s'adapte parfaitement à un système économique qui fonctionne de haut en bas. La majorité de la population, comme nous l'avons dit, ne possède pas d'entreprise. Seul un petit groupe contrôle la richesse. En théorie, ces 97% pourraient se mobiliser et imposer des limites aux 3% qui concentrent la richesse. Cela semblerait logique, non? Si ceux qui possèdent la majeure partie de l'argent sont en minorité et que la majorité peut voter, nous devrions pouvoir équilibrer la balance. Mais cela n'arrive pas. Et cela n'arrive pas pour une raison très simple. Ceux qui ont l'argent ont acheté la politique. Oui, la classe dominante a compris qu'elle pouvait utiliser le système à son avantage, et elle l'a fait de manière efficace. Pour maintenir leur pouvoir, ils ont créé un système avec 2 grands partis politiques qui dépendent directement du financement de ces 3%. Sans cet argent, les partis ne fonctionneraient tout simplement pas. C'est un fait que la politique américaine est structurée pour servir les intérêts des grands donateurs, pas des électeurs moyens. Chaque parti mobilise sa base avec des messages soigneusement choisis. L'un s'adresse à la droite, avec des thèmes qui activent son public. Les armes, la religion, les valeurs traditionnelles, l'opposition à l'avortement et à certains changements sociaux. L'autre parti se concentre sur la gauche progressiste, en promouvant le bien-être social, l'égalité, les droits des minorités et des politiques, visant à favoriser les femmes et les groupes historiquement marginalisés. De cette manière, les 2 partis parviennent à contrôler la masse des votes, en s'assurant que l'attention de la population se focalise sur des sujets qui divisent, tandis que la richesse des riches reste intacte. Le système fonctionne de manière presque mécanique. Les riches ne paient pas d'impôts significatifs, car ce sont eux les donateurs. Chaque parti, à son tour, s'assure de satisfaire sa base massive avec des promesses, des avantages et des programmes qui n'affectent pas l'élite. C'est un équilibre soigneusement conçu pour que la majorité pense qu'elle obtient quelque chose, tandis que ceux qui détiennent vraiment le pouvoir et l'argent restent hors de toute imposition fiscale sérieuse. Mais comment financent-ils les programmes sociaux sans toucher à la richesse des plus fortunés? La réponse est le déficit. Oui, les déficits ne sont ni des accidents ni des négligences. Ils sont une stratégie délibérée. Au lieu de taxer les riches, on leur demande de prêter leur argent au gouvernement, avec la promesse de le rembourser avec des intérêts à l'avenir. Cela permet aux politiciens de acheter le soutien de la majorité sans avoir à imposer des taxes significatives à ceux qui détiennent réellement le capital. Le déficit, donc, n'est rien d'autre qu'une déférence envers ceux qui sont au sommet, une manière de les garder satisfaits tout en faisant fonctionner le système. Pour mieux comprendre, prenons un exemple concret. Elon Musk. En ce moment, sa fortune personnelle dépasse les 350 000 millions de dollars. Si l'on taxait ne serait-ce que la moitié de cette fortune et que la majorité votait pour cela, Musk resterait la personne la plus riche de la planète. Cependant, le gouvernement disposerait de plus de 200 millions de dollars pour résoudre des problèmes sociaux, financer l'éducation, la santé et les services essentiels pour des millions de personnes. Ce serait un scénario gagnant-gagnant. La société s'améliorerait et Musk vivrait dans un environnement plus stable et sûr. Mais cela n'arrive pas, car le système ne permet pas de taxer les grands capitalistes.
Ce mécanisme génère des situations irrationnelles qui deviennent visibles dans la politique quotidienne. Par exemple, les actions de leaders comme Donald Trump semblent souvent exagérées ou irrationnelles, mais en réalité, elles sont des réponses à des problèmes qui sont eux-mêmes le résultat d'un système économique irrationnel. Ils tentent de gérer des conflits issus d'une inégalité extrême, mais leur réaction consiste souvent à blâmer les autres, à mobiliser la base politique et à punir des secteurs de la population qui n'ont aucun lien avec la richesse ou le pouvoir réel. Même à l'échelle locale, nous voyons des exemples de la manière dont ce système échoue. Des villes comme New York ou Philadelphie, en essayant de résoudre des problèmes économiques, finissent par faire porter les coûts aux travailleurs ou aux visiteurs d'autres États, tandis que les véritables détenteurs de la richesse restent intacts. Cela génère de la frustration et de la résistance, car les personnes affectées n'ont pas leur mot à dire dans ces décisions et ne peuvent pas participer au suffrage qui influence directement ces politiques. Normalement, ce type de stratégie finit par échouer, car il n'est pas viable de faire porter des charges à ceux qui ne font pas partie du système politique qui décide de leur argent. Le résultat final est un pays qui semble de plus en plus isolé et rebelle dans le contexte international. Les politiques de protection de l'élite et le maintien de l'inégalité structurelle créent des tensions qui affectent non seulement l'économie, mais aussi la stabilité sociale et politique. Et ce qui est le plus préoccupant, c'est que ces tensions ne sont pas imaginaires. Elles sont les conséquences directes d'un système conçu pour protéger une minorité au détriment de la majorité. Ainsi, lorsque nous observons la politique et l'économie aujourd'hui, nous voyons un schéma très clair. Un petit groupe contrôle la richesse, finance la politique et maintient sa position intacte, tandis que la majorité travaille, vote et participe sans pouvoir réellement changer la structure du système. Et pendant ce temps, les déficits croissent, les tensions augmentent et les problèmes sociaux restent irrésolus, car le système ne permet pas de taxer ceux qui ont le plus. C'est le cœur du capitalisme tel qu'il est organisé actuellement. Ce n'est ni une théorie, ni une opinion. C'est la manière dont l'argent et la politique interagissent pour maintenir l'équilibre du pouvoir en faveur de quelques-uns. Et tant que nous ne reconnaîtrons pas comment fonctionne cette dynamique, nous verrons les mêmes schémas se répéter encore et encore à chaque élection, dans chaque débat politique et dans chaque décision économique importante. Ainsi, la question finale est claire. Nous vivons dans un pays où le vote est universel, mais le pouvoir économique est concentré entre les mains de quelques personnes. Et tant que cela ne changera pas, toutes les politiques, promesses et programmes sociaux sont conçus pour accommoder l'élite, pas la majorité.